Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique CNet, le nouveau rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique, version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web et de décoder les stratégies des candidats sur le net. Au menu de ce deuxième numéro, Twitter et les politiques, je t'aime, moi non plus. Depuis quelque temps, Twitter est devenu le terrain de jeu des responsables politiques. Ils sont désormais nombreux à investir le réseau social et pourtant, ils s'en méfient. À l'aube de la présidentielle, quel rôle peut jouer ce réseau social dans une stratégie de communication politique globale? Réponse dans le club des gazouilleurs. À suivre le candidat 2.0 avec notre partenaire Images et Stratégie. Nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle sur le net. Gros plan aujourd'hui sur la patronne du Front National, Marine Le Pen. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Élisée Cardi. Le Jacques Pillon nouveau est arrivé. Pour ceux qui n'étaient pas nés à la fin des années 80, Jacques Pillon, c'était le directeur de communication de François Mitterrand, puis de Jacques Chirac, publicitaire et œil avisé de la politique. Pour la présidentielle 2012, il ouvre un blog dédié à la campagne avec des informations sur les coulisses de la communication des candidats. Bon, évidemment, Jacques Pillon étant mort en 1998, ce n'est pas vraiment lui qui écrit. Mais alors, qui? Mystère, on se perd en conjectures. En tout cas, il semble très bien informé, sans doute quelqu'un du métier. Déconne pas, François. Déconne pas. François. Déconne pas, François. Ça a le mérite d'être clair. François Hollande, les internautes, futurs électeurs t'attendent au tournant. C'est le message d'un nouveau site qui vient de se monter. Il invite les sympathisants de gauche à poster des messages vidéo pour que le candidat Hollande l'emporte face à Nicolas Sarkozy. Déconne pas, François. Et il y a déjà du choix. Des dizaines ont déjà été envoyées. Cher François, ne déconnez pas. Enfin, un autre regard sur l'élection présidentielle. C'est ce que proposent Google et YouTube en lançant le concours DataVise. En clair, il s'agit d'enrichir le débat public avec des outils innovants, comme par exemple expliquer le budget de la France de manière ludique et interactive. Cette interactivité, ce sera la vraie plus-value du net par rapport au support papier ou audiovisuel dans cette campagne. Alors que vous soyez graphiste, journaliste ou simple citoyen, à vous de vous creuser les méninges pour développer l'application la plus originale. Le gagnant gagnera la gloire. Son application sera intégrée à la chaîne YouTube dédiée à la campagne sur Internet et un voyage chez Google en Californie. Qui, parmi les candidats à l'élection présidentielle, fait le plus de bruit sur le web? Réponse avec le candidat 2.0, le baromètre e-réputation réalisé par notre partenaire Images et Stratégie. Édouard Filias, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle digital au sein de l'agence de communication Images et Stratégie et vous réalisez pour Public Sénat un baromètre qui analyse le bruit médiatique des candidats sur le net. Selon quelle méthode ? Alors, avec notre baromètre, nous regardons l'actualité de la cybercampagne en fonction du volume de pages indexées sur Google, des tweets, des statuts Facebook, des vidéos indexées, et on regarde la part relative de notoriété de chaque candidat en fonction de ces indicateurs pour les comparer et comprendre leur évolution. On retrouve le baromètre sur baromètre.image-stratégie.com. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de faire un zoom sur Marine Le Pen. Quelle place occupe la patronne du Front National dans votre baromètre ? Alors Marine Le Pen, depuis qu'on a lancé ce baromètre au mois d'août, a toujours été dans le trio de tête. Donc elle fait partie du
podium. C'est ce qu'on voit sur ce premier graphique, loin devant le peloton des autres candidats. Elle est désormais au coude à coude avec François Hollande, qui l'a rattrapé. C'est Facebook, le premier ressort de la notoriété de Marine Le Pen sur Internet, le média le plus populaire, c'est 60%. C'est un peu Monsieur Tout-le-Monde. C'est Monsieur Tout-le-Monde, absolument. Suivi de Twitter, 17%, et de Google, 15%. Sachant qu'on parle de Marine Le Pen sur Twitter beaucoup plus depuis la fin des primaires socialistes. C'est quand même effectivement Facebook, le socle de sa notoriété web. Et alors, comment expliquer cette notoriété web, justement ? Alors, le premier ressort, c'est une présence historique du Front National sur Internet. C'est ce qu'on voit sur ce second graphique, qui démontre le nombre d'inscrits, qui présente le nombre d'inscrits sur Facebook aux pages officielles des différents partis politiques. On voit que le Front National compte 41 000 soutiens, donc j'aime Lakers, au Front National, contre 29 000 pour le PS et 14 000 pour l'UMP. Et c'est Marine Le Pen, en tant que candidate, qui dispose aussi de la page Facebook la plus soutenue de la campagne. Alors, le FM est doué pour le web. Ils ont été les premiers à avoir un site, une web TV, une page Facebook. Ils ont une communauté de militants qui n'hésitent plus, c'est peut-être là l'effet Marine, à s'afficher Front National sur les réseaux sociaux sous le regard des autres. Alors qu'avant, on en avait plutôt honte, finalement. Exactement, il y a eu un changement d'attitude. Il y a peut-être également un second ressort dans le débat public, c'est que Marine Le Pen intervient toujours avec une note dissonante qui la singularise dans le flux des commentaires par rapport aux autres candidats. Alors c'est ce qu'on voit sur ce troisième graphique qui démontre les passages Twitter de Marine Le Pen du 23 et du 24 octobre, et on voit que sa sortie sur le prénom de la fille du président, qu'elle ne jugeait pas assez français, a été largement reprise et commentée à la fois par les opposants de Marine Le Pen, les antis, qui sont d'excellents canaux de relais de ses positions en pointe, et également par sa réacosphère, enfin, la sphère très conservatrice, plutôt d'extrême droite, par exemple le blog F de Souche. Alors, Marine Le Pen construit son image sur Internet avec ses propos chocs, finalement, plus que par des positions de longue traîne sur la sécurité ou l'immigration. Merci Edouard, à dans 15 jours. Donc. Place maintenant au club des gazouilleurs. Experts, blogueurs, internautes croisent leurs regards et livrent leur analyse sur les débats qui agitent la planète web. En question aujourd'hui, Twitter et les politiques entre attirance et défiance. En France, ils sont 3 millions d'internautes à aller sur Twitter. Ce sont majoritairement des hommes, des journalistes, des blogueurs et des politiques. Et depuis l'affaire DSK, où Twitter a permis aux journalistes de relater l'audience à New York, il ne se passe plus une journée sans qu'un média ne cite le célèbre réseau social. Mais au fait, Twitter, comment ça marche ? Les explications d'Élise Cardi. Que ce soit sur un ordinateur ou sur un smartphone, Twitter, ça sert à communiquer. L'idée est de publier des mini-messages de 140 caractères au maximum. Pas de panique avant de commencer, ici ça parle anglais. Les mots comme timeline, instant message ou followers n'auront bientôt plus de secret pour vous. En entrant sur Twitter, vous devenez un twitto, un utilisateur finalement. Et vous allez avoir des followers, des gens qui vont suivre les messages que vous envoyez. On peut s'adresser à tout le monde ou interpeller quelqu'un avec le fameux arrobase que vous connaissez sûrement si vous avez au moins une fois utilisé un email. Et puis il faut le dire, Twitter a donné aussi une nouvelle vie au dièse qui ne sert plus uniquement à parler au répondeur automatique, ici rebaptisé hashtag. En tapant hashtag puis un mot-clé, vous verrez alors tous les messages envoyés par les twittos sur ce sujet. Vous suivez ? Et puis impossible de terminer sans vous parler du live tweet, le commentaire en direct d'une émission ou d'un événement. C'est la grande tendance du moment. Pendant l'affaire DSK à New York, les journalistes ont raconté ce qu'ils voyaient depuis la salle d'audience. L'événement a fait exploser le nombre d'utilisateurs français. Depuis, les politiques aussi en usent et en abusent. Éric Besson comprendra, lui qui a manifestement confondu message public et message privé récemment. Twitter et les politiques entre attirance et défiance. De plus en plus d'élus et de politiques investissent le réseau social tout en redoutant les effets. Pour quels usages et dans quel but ? Qu'apporte Twitter par rapport aux autres outils ? Comment le réseau peut s'intégrer dans une campagne électorale ? C'est le débat des gazouilleurs. Nos gazouilleurs qui nous ont rejoints sur ce plateau. Benoît Raphaël, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes créateur de médias sociaux. Vous avez participé à l'aventure du site Le Poste, puis à la création du Plus du Nouvel Obs et bientôt au site de Lagardère Le Lab. Bienvenue donc. Bruno Jambard, bonjour. Vous êtes directeur
directeur adjoint de l'Institut de sondage Opinionway, et vous venez de réaliser pour la revue parlementaire une étude sur les internautes français et la politique sur le web dans la perspective de la présidentielle de 2012. Première question, comment les Français perçoivent d'une manière générale l'Internet politique et Twitter en particulier ? Je dirais qu'il y a un imaginaire de l'Internet en politique qui va très au-delà en fait de ce que sont les pratiques. C'est ça qui est intéressant et que montre l'étude, c'est-à-dire que les Français, les internautes imaginent très largement que c'est un outil extrêmement puissant en politique, de diffusion des idées, de bataille pour les campagnes électorales. Mais quand on regarde plus précisément les pratiques, ça reste malgré tout, je dirais, des pratiques qui sont relativement marginales. Consulter le blog d'un homme politique, ça va concerner 10 à 15% maximum des internautes français. Ça a assez peu bougé d'ailleurs depuis 5 ans, depuis la dernière campagne présidentielle, sauf que, entre-temps, il y a beaucoup plus d'internautes qu'avant, donc en fait, en nombre, ça a quand même fortement augmenté, mais ça reste, je dirais, un média qui n'est pas le média dominant et qui est largement derrière les médias traditionnels, notamment donc, la télévision. Donc en gros, si je vous comprends bien, il y a un hiatus entre la perception et la pratique réelle. Oui, il y a un hiatus. En fait, c'est probablement et c'est sûrement un média complémentaire et une source complémentaire d'information pour beaucoup de Français sur ces sujets. Alors Benoît Raphaël, Twitter existe depuis 2006, je crois. Il était auparavant utilisé par un tout petit cercle d'initiés. Qu'en est-il aujourd'hui en France ? Qui utilise Twitter ? Alors, il y a de plus en plus de Français qui utilisent Twitter. On n'est pas au niveau des États-Unis où il y a beaucoup plus de gens. Il y a même des stars qui y sont, donc ça aide évidemment à attracter le plus de gens possible. Les dernières études montrent qu'on est entre 2-3 millions de personnes qui sont inscrites sur Twitter. Alors, toutes ne participent pas beaucoup. Il y a que quelques dizaines de milliers qui monopolisent le débat. Par contre, on s'est rendu compte aussi que il y a presque plus de gens qui consultent Twitter, qui consultent des tweets, qu'il y a des gens qui sont inscrits sur Twitter. Donc ça reste quelque chose qui grimpe. C'est pas au niveau de Facebook. On est à 27 millions d'utilisateurs Facebook. Mais je crois que, et on en revient à ce que vous disiez, je crois que la problématique n'est pas de savoir si Twitter est un outil de masse, n'est pas un outil de masse, n'est pas un média de masse. Par contre, c'est un véritable outil d'influence qui a une capacité de parasitage ou de lancer des sujets qui ensuite seront captés par les grands médias. Et ce sont ces grands médias-là qui vont donner de l'impact ensuite aux idées et aux tendances. Et alors, on a le sentiment qu'il y a un afflux quand même des politiques sur Twitter. Combien il y a de comptes, vous savez ou pas Alors, le chiffre que moi que j'ai, c'est on a autour de 200 comptes politiques. Alors peut-être que vous avez des chiffres plus précis, mais on est autour de ça. Je crois qu'il y a 20 membres du gouvernement sur la trentaine qui ont un compte Twitter. Alors le plus intéressant étant celui de Roselyne Bachelot, qui est entièrement vide, qui ne suit personne et qui n'a jamais tweeté de sa vie. Mais le compte est là. Voilà. Donc, et avec des pratiques plus ou moins irrégulières, plus ou moins intéressantes. On va y venir, mais donc on n'a pas d'études, de chiffres sur le nombre que ce soit des élus ou donc des ministres. Le chiffre qu'on a, c'est 200. Alors après, il faudrait refaire tout le compte parce qu'il y a beaucoup de politiques et des petits politiques aussi, des élus locaux, donc c'est difficile à faire. Mais globalement, sur les personnalités, on en a 200 qui sont sur Twitter. Alors, de plus en plus de politiques se connectent à Twitter. Certains y sont venus récemment, comme la sénatrice Laurence Rossignol. D'autres font figure de pionniers, à l'instar du député Lionel Tardy. Chacun y trouve son compte, alors qu'ils ont des usages sensiblement différents. Rencontre avec deux tweetos politiques. Diffuser en temps réel son agenda, ses réflexions ou encore ses humeurs, Twitter, c'est la nouvelle attraction des politiques. Député de Haute-Savoie, Lionel Tardy a commencé à tweeter dès 2007. Depuis, il n'arrête pas. Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, est une utilisatrice récente. Elle est arrivée dans le petit monde de Twitter par un biais détourné. Il y a 1 an, l'homme qui partage ma vie m'a dit « Tu devrais te mettre à tweeter. T'as l'esprit à ça, tu devrais t'y mettre. » Et puis là, il y a quelques jours, il m'a dit « Tu devrais pas arrêter un peu de tweeter. » J'ai commencé par un blog, comme tout le monde. Après, je suis allé un peu sur Facebook, que j'abandonne maintenant, puisque ça a beaucoup moins d'intérêt. Et maintenant, c'est Twitter, essentiellement, au niveau des médias, pour relayer toute l'information parlementaire, que ça soit en commission ou que ça soit dans l'hémicycle. Car dans le monde de Twitter, à chaque utilisateur, il y a une approche différente. Ce qui est bien avec Twitter, c'est toutes les petites réflexions qu'on se fait dans sa tête et qu'on ne peut pas partager parce que c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas le public. Et qu'on va pouvoir ensuite diffuser. Moi, le but, c'est de tweeter par rapport aux auditions auxquelles j'assiste,
notamment les auditions, puisque ça permet aux internautes de pouvoir poser des questions. Lionel Tardy s'est fait connaître en tweetant l'audition de Raymond Domenech à huis clos en juin 2010. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. À l'époque, il a même été question de brouiller les salles de l'Assemblée nationale. Twitter, ça sert aussi à vérifier sa notoriété sur la toile. C'est très narcissique Twitter. Pour chaque tweet, il y a un petit côté. Ensuite, l'ai-je bien descendu ? Est-ce que j'ai été retweeté ? Est-ce que j'ai été signalé ? On dit souvent Twitter, les blogs, Facebook, c'est uniquement pour la gloriole personnelle du député. C'est uniquement de la communication, peut-être, très clairement, mais pour moi, c'est pas uniquement ça. L'intérêt avec Twitter, on peut passer des informations dans des endroits où seuls les députés ont accès, puisqu'aujourd'hui, toutes les commissions, la presse n'y a pas accès. Ça permet de faire remonter l'information du terrain, ça permet de vérifier l'activité de son député. Pour un politique, ça permet aussi de se faire connaître et de communiquer sur son action. C'est un moyen de se faire connaître dans un petit monde bien à part, qui est le monde de Twitter, des politiques, des communicants et des journalistes. Au-delà de ce petit monde-là, un tweet n'engage pas énormément, sauf que moi j'en ai eu un dans le Canard enchaîné l'autre jour, alors là c'est la gloire. Un tweet en page 2 du Canard enchaîné, c'est juste la gloire. Mais sinon, c'est quand même, faut relativiser. Oui, ça permet de se faire connaître, mais pour être réellement connu, il faut que derrière le tweet, il y ait du travail, il y ait du contenu, il y ait du fond. Voilà. Benoît Raphaël, on le voit bien dans ce reportage, ce sont quand même des pratiques sensiblement différentes entre Lionel Tardy et Laurence Rossignol. Oui, on voit. D'abord, c'est vrai qu'on constate que les grands politiques sont assez peu sur Twitter. En tout cas, ils ne le sont pas de façon extrêmement active. Et c'est surtout, sans vouloir dénigrer, le petit peuple en fait des politiques qui a utilisé Twitter. C'est-à-dire ceux qui sont beaucoup moins connus et qui ont aussi trouvé, qui ont compris que la dimension de parasitage en fait de Twitter qui permet de pouvoir faire parler de soi, créer un peu le débat, créer le buzz. Et ce que le député Tardy a très très bien compris. Lui, il va plus loin puisqu'il dit qu'il a un objectif de transparence puisqu'il live tweet, c'est-à-dire qu'il envoie des messages durant des commissions qui, a priori, ne sont pas ouvertes au public. Et ça, c'est pas toujours bien vu de ses collègues de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce que d'abord, effectivement, on parle de plus en plus de transparence quand on parle d'Internet. Alors, sans aller jusqu'à le Wikileaks, mais c'est un thème qui revient assez souvent. Aussi, où finalement, les acteurs de l'information deviennent eux-mêmes leurs propres médias et vont aller diffuser eux-mêmes leurs propres informations, estimant qu'on n'en parle sans doute pas assez dans les médias. Et est-ce que les femmes et les hommes politiques tweetent différemment ? Enfin, le fait d'être une femme et un homme, on ne tweete pas la même chose ? C'est un peu difficile à dire. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'hommes sur Twitter que de femmes, selon les études. En France, ce qui n'est pas forcément le cas. Tout à fait, en France, oui, tout à fait. Chez les hommes politiques, moi, j'ai pas noté véritablement, parce que vous prenez Cécile Duflot, Benoît Hamon, qui tweetent beaucoup des choses très personnelles. Finalement, ils ont la même façon et la même intimité dans leur façon de tweeter. On va y revenir. Bruno Jambard, que vont chercher les politiques sur Twitter ? Par rapport à d'autres outils de communication qu'ils ont à leur disposition. Il y a deux grandes utilisations aujourd'hui par les politiques. Il y a ceux qui ont une utilisation minimale, c'est-à-dire qu'ils vont juste donner un peu d'informations et ils vont plutôt renvoyer à des événements traditionnels. Donc je suis à tel endroit à telle heure, je fais telle émission de télévision. C'est quand même une pratique qui reste encore importante pour un certain nombre d'hommes politiques qui sont sur Twitter. Puis il y a ceux qui ont vraiment investi l'outil, c'est-à-dire qui en ont une utilisation très personnalisée, qui vont parler de bien autre chose que de la vie politique ou que des événements qui sont considérés comme indispensables sur lesquels il faut intervenir. Évidemment, dimanche dernier, vous aviez plein d'hommes politiques qui parlaient de la finale de la Coupe du Monde de rugby, mais c'était pas parce que c'était une personnalisation réellement d'outils, c'est parce que ils avaient le sentiment que c'était important de parler de ça ce jour-là. Et ceux-là, effectivement, c'est intéressant parce que ils vont au-delà de leur discours. Éventuellement ils se mettent à converser parce que ça c'est aussi un élément important. Est-ce qu'on répond ou pas quand on est interpellé sur Twitter ? Parce que c'est avant tout un moment d'échange, un lieu d'échange. Donc je crois que ce qu'ils y cherchent, c'est vrai que ce qu'a dit Benoît Raphaël est important, c'est quand même un outil. Et les outils de politique sur Internet sont des outils un peu de minoritaires, c'est-à-dire de gens moins connus qui vont pouvoir accéder à des médias sur lesquels d'habitude ils ont peu d'invitations. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'hommes politiques qui ne participent pas à des émissions de télévision et aux grandes émissions de télévision sur les grandes chaînes. Et donc Twitter est un moyen d'exister aussi pour eux.
En même temps, Benoît Raphaël, vous citiez Benoît Hamon ou Cécile Duflot, ils sont quand même invités sur les plateaux télé. Est-ce qu'on peut dresser justement une typologie des usages des politiques? Donc il y a ceux qui tweetent seulement leurs agendas, d'autres qui tweetent aussi des choses personnelles. Qu'est-ce que vous... Et sur l'évolution, vous, qu'est-ce que vous avez repéré? Alors, il y a vraiment plusieurs typologies. Il y a les plus terribles. Si on oublie ceux qui ne tweetent jamais, donc ceux-là, effectivement, on peut les écarter. Sinon, évidemment, il y a ceux qui prennent leur Twitter pour une véritable file de dépêche AFP. Alors, on prenait Dominique de Villepin. On sait tout sur lui. Alors, où est-ce qu'il a été? Dominique de Villepin a fait ça, a fait ça, a fait ça. Celui d'Eva Joly aussi est un mélange de son agenda politique, qui est strictement inintéressant, plus de quelques slogans qui n'ont rien à faire sur Twitter. Voilà. Ceux qui écrivent ou Lefebvre qui lui par contre tweet à la troisième personne. Donc là on voit bien évidemment que c'est son staff. Il y a les politiques qui par contre tweetent. Font tweeter par leur staff et de temps en temps dictent à leur staff un tweet personnel. Alors Martine Aubry signe Emma, donc pour bien qu'on comprenne que c'est elle qui tweet. Mais là c'est encore une partie qui est assez dégradée parce que finalement c'est pas très intéressant, on a besoin de lui répondre. Il y a les politiques qui ont attendu très longtemps, qui s'y sont mis, qui sont restés silencieux pendant longtemps, comme François Bayrou, qui ensuite s'y sont mis. Et François Bayrou tweet, c'est pas toujours passionnant, mais en tout cas il répond. Il avait fait une tweet interview aussi. Oui, voilà. Montebourg aussi, alors, qui lui, je pense, dicte ses tweets. Alors lui a une pratique assez particulière parce qu'il termine la plupart de ses tweets par bien cordialement à vous. Alors lorsqu'on sait qu'il faut on n'a que 100 caractères pour tweeter, on ne sait pas s'il a grand-chose à dire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que lui avait organisé une réunion avec les gens qui le suivaient sur Twitter, donc dans la vraie vie, pour pouvoir les rencontrer. Puis après, vous avez ceux comme Benoît Hamon ou Cécile Duflot qui tweetent parfois leur vie personnelle. Manuel Valls qui a fait le buzz sur Twitter en tweetant qu'il était coincé dans un ascenseur, et puis Éric Besson qui mélange messages privés et les tweets publics. Alors justement, l'exemple de Cécile Duflot, en fait, elle tweet dans les transports en commun, elle raconte ce qui se passe dans son bus, dans son RER. Est-ce que c'est utile pour son image de patronne d'Europe Écologie Les Verts? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Ce qui est utile pour son image de manière générale, et de ce point de vue-là, Twitter est un élément assez marginal de ce que va être l'image de Cécile Duflot dans l'opinion publique. Et puis, il y a ce que va être son image sur Twitter. Et je crois que d'un certain point de vue, elle a une pratique qui correspond à ce que sont les usages de Twitter. Donc c'est plutôt approprié. La difficulté, c'est, comme ça a été dit, c'est plutôt les hommes politiques qui utilisent Twitter comme sans en prendre en compte les spécificités et ce que sont les règles de l'outil lui-même. Donc voilà, je ne pense pas que ça change fondamentalement l'image de Cécile Duflot. En revanche, ça rend plus intéressant pour quelqu'un qui est sur Twitter de s'intéresser au compte ou de suivre Cécile Duflot. Alors justement, Benoît Raphaël, quels sont les écueils à éviter pour les politiques qui voudraient se lancer sur Twitter? Vous citiez Éric Besson, si vous pouvez raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un écueil, parce que je pense finalement ça sert beaucoup son image. Et je crois d'autant plus qu'il a très bien réagi, parce que lui c'est un vrai tweeteur. Vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'était un soir, il devait rentrer du travail, il disait alors, je rentre, je me couche avec toi, point d'interrogation. Et évidemment c'était un message privé, parce qu'on peut envoyer des messages privés. C'est vrai que les fenêtres se ressemblent et qu'on fait l'erreur assez souvent. Il y a déjà eu quelques... Moi ça m'est jamais arrivé, heureusement, mais enfin bon. Mais par contre, effectivement, ça peut arriver. Donc ça prouve d'ailleurs qu'il l'utilise de façon assez active, parce qu'on se trompe de touche, etc. La réaction derrière est assez intéressante, parce qu'il a répondu LOL, je me suis trompé, ça m'apprendra à confondre les touches, etc. Et du coup, finalement, je pense que c'était plutôt bon pour son image. Donc il avait intégré les codes sociaux qui sont sur Twitter. Ouais. Voilà, il les a intégrés, il a répondu en étant complètement transparent, en s'excusant, en riant, avec pas mal d'humour finalement, et donc ça crée du buzz. Mais bon, on a beaucoup parlé d'Éric Besson, puis surtout on en a conclu que il a bien compris en tout cas les usages sur Twitter. Le langage, puisque LOL ça veut dire mort de rire. LOL ça veut dire voilà, c'est la version anglaise de mort de rire, qui est pas un langage si jeune que ça, parce que ça existe depuis pas mal de temps, et qui est en train qui revient à la mode sur Twitter. Alors Bruno Jambard, quelle peut être la part de Twitter dans une stratégie de communication politique globale et dans une stratégie de communication digitale ?
Ouais, je dirais que c'est une part qui va venir après, encore une fois, les médias traditionnels. Mais c'était un élément intéressant pour, à mon avis, pour deux aspects. Un, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Ce qui est vrai, c'est qu'on constate qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de Français qui s'intéressent à la politique et qui ne trouvent pas dans les médias traditionnels, notamment à la télévision, ce qu'ils veulent savoir sur un sujet. Donc, avec Twitter, vous pouvez renvoyer vers des liens, renvoyer vers des textes plus approfondis, vers des compléments. Vous faites une proposition, vous pouvez renvoyer vers un texte qui va expliquer votre proposition, qui va pas la limiter à la phrase qu'on va en lire ou qu'on va entendre dans les médias. Ça, c'est la première utilisation. Puis après, il peut y avoir une utilisation dans les campagnes électorales. C'est un outil de mobilisation qui peut permettre de rassembler les gens. Ce qu'a fait Arnaud de Montebourg en faisant une réunion avec les gens qui le suivaient, c'est un exemple intéressant. Ça peut vous aider à organiser vos militants sur le terrain, à les déployer, à les envoyer, à aussi les faire participer à un débat, à relayer vos propositions. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui sont intéressants dans Twitter, comme dans la plupart d'ailleurs des outils de communication numérique. Alors justement, en conclusion, Benoît Raphaël, est-ce que Twitter va jouer un rôle, selon vous, important dans la campagne présidentielle ? Alors je crois que pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est qu'on se trompe souvent sur l'usage d'Internet. Alors c'est vrai que Internet n'aura peut-être pas le même impact qu'a eu Internet à l'époque de la présidentielle américaine. Je pense que ça va beaucoup se jouer à la télévision. Par contre, ce qui a changé, c'est que Internet est devenu un véritable réseau d'influence. Et ce qui se passe sur Twitter, il y a beaucoup moins de monde, mais par contre, qui on retrouve ? On retrouve les acteurs de l'information, on retrouve les blogueurs, donc les influenceurs, les journalistes aussi, ceux qui font l'information. Et on se rend compte que notamment les télévisions, qui sont ceux qui auront le plus d'impact aujourd'hui, sont devenus de plus en plus perméables en fait à Twitter et vont aller chercher les sujets, les tendances sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Et ça, surtout depuis l'affaire DSK, où les journalistes télé se sont vraiment rendus compte de l'impact de Twitter. Alors tout de suite, nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Elle nous livre ce qui a fait débat parmi les internautes du Plus cette semaine. Un événement très fort qui a marqué les internautes du Plus, c'est la mort de Kadhafi. Et sur le Plus, il y a eu un débat assez vif d'ailleurs. Fallait-il montrer les images du corps de Kadhafi ? Où d'un côté, on avait ceux qui disaient oui, effectivement, il fallait le montrer. Comme ça, au moins, on réalise qu'il est bien mort. Et d'un autre, ceux qui disaient est-ce qu'il est mort dans des conditions assez troubles qui restent à éclairer ? Est-ce que c'était le rôle de l'Occident de mettre l'image sur le devant de la scène et encore plus aux médias de l'exposer ? Après, c'est difficile de trancher, le sujet est tellement délicat que dans tous les cas, on montre les images, on nous le reproche, on n'aurait pas montré les images, on nous l'aurait aussi reproché. Quand on regarde de toute façon globalement dans les commentaires, c'est toujours les gens qui sont contre qui s'expriment en majorité. Et comme on avait choisi de montrer les images, c'est une majorité de gens contre la diffusion qui s'est exprimée. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on voyait ceux qui leur répondaient de manière très argumentée. Et c'est là un point qui est assez saillant dans ce débat, c'est que c'était pas des petits commentaires, c'était vraiment les gens qui s'exprimaient ne s'exprimaient pas pour rien. C'était vraiment réfléchi, c'était documenté, c'était argumenté. Et au final, quand vous lisez les deux, c'est difficile de trancher. Bon, nous, on a pris notre position de médias et on l'assume jusqu'au bout. Après, d'autres avaient aussi de très bons arguments pour nous expliquer que finalement, il y a un côté assez obscène. Certains ont même utilisé le mot de pornographique au sens littéral du terme. Et c'est vrai que les images étaient assez violentes et à chaque fois, on diffusait les images en mettant en une petite phrase, attention, ces images sont choquantes. Benoît Raphaël, juste en quelques mots, vous avez participé à la création du site du Nouvel Obs, Le Plus. Là, vous travaillez sur le Lab, qui va être le site d'info des titres Lagardère. Il va sortir quand ? Vous pouvez nous donner quelques infos en Alors, primeur, il va sortir assez rapidement. Il devrait sortir aux alentours début novembre, avant le 10, on l'espère. Et on est sur un exercice assez différent de celui du Plus, qui était vraiment un site de chronique. On va aller chercher d'autres personnes sur Internet pour s'exprimer, pour partager des idées. Sur le Lab, on est sur quelque chose d'un tout petit peu différent. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Très bien, on suivra ça de près. Merci d'avoir été avec nous, Benoît Raphaël. Merci, Bruno Jambard. C'est le clap de fin de cette émission, mais restons connectés. Vous pouvez réagir et revoir cette émission en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat et à Laurent Elkabbach, mon alter ego. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de la politique CNET. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. Thank you.